En fait, donc le sujet aujourd'hui est assez vaste, intéressant. Comment est-ce qu'en tant que neuroatypique, on peut faire pour être heureux dans ce monde, dans cette société? Moi, ce qui m'intéresserait, bonjour Pierre-Olivier, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce titre et quelle est votre vision de ce sujet. N'hésitez vraiment pas à interagir, à écrire autant que vous pouvez, puisque en plus, comme on est pas très nombreux aujourd'hui, c'est dommage que vous puissiez pas parler. C'est le système qui le veut, mais donc je vais vous donner, comme d'hab, en fait, ma vision et le pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, à me dire pourquoi vous avez été intéressé par ce sujet et ce que vous avez à dire sur ce sujet-là aussi, parce que ça m'intéresse. L'idée, c'est qu'on puisse échanger. Et alors, j'avais prévu toute une série de points en fait à aborder, et puis finalement, je me suis rendu compte que mon choix je ne l'ai pas vraiment fait exprès, pour être honnête. Mais donc aujourd'hui, ça fait pile poil un an depuis le décès de ma mère, qui est donc partie il y a un an, vraiment pile poil. Et ça a été une année qui a été vraiment particulière pour moi. Alors, je ne vais pas dire que ça a été une année particulièrement difficile, parce que ce qui a été difficile, c'était surtout avant. Et mais ce qui a été particulier après, enfin depuis, en fait, c'est quelque part le fait de me rendre compte à quel point j'avais adopté sa vision du monde, ses croyances, etc. Et ça joue pour moi un rôle énorme dans euh, pas notre capacité, mais notre pourcentage enfin, à quel point est-ce qu'on est prêt là maintenant à être heureux, à tout faire pour ça en fait. Parce qu'on se fait influencer par notre famille, par nos parents en premier lieu, par notre environnement. Là, on a grandi, les gens avec qui on a grandi, etc. Alors, je vois toutes vos remarques. Je vais y revenir dans très peu de temps. Alors, ce qu'on appelle l'héritage immatériel, je vais y revenir. Alors, Pierre-Olivier, sa vision, pas sa vision, sa vision. C'est en écho avec ce que je disais juste après, qui est de dire que on hérite, comme dit Patrick, de notre famille, de nos parents, de la société aussi, du monde dans lequel on vit, des médias, parce que franchement, par exemple, en ce moment, on est quand même à peine influencé par tout ce que les médias veulent bien diffuser. Et, et aussi, enfin, oui, c'est un héritage immatériel, mais par contre, c'est pas forcément un héritage qui nous aide. Et c'est un aspect très très important. C'est pas nécessairement un héritage qui nous aide. Enfin, pas tout de cet héritage-là est porteur en fait. Il y a des choses qui sont très bénéfiques, et même si elles peuvent paraître difficiles au début, elles sont bénéfiques. Au bout d'un moment, on peut se rendre compte qu'elles sont bénéfiques. Il y a d'autres choses qui sont délétères à partir d'un certain moment. Typiquement, quand on est gamin, il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place, qui conçoivent, parce qu'on vit des choses qui sont difficiles. En tant qu'enfant, c'est difficile de les admettre. C'est difficile de s'avouer, par exemple, que un parent a fauté, parce que ça voudrait dire qu'il est incapable de prendre soin de nous, et du coup, ça voudrait dire remettre tout notre monde en question, et c'est compliqué pour un gamin. Donc, on choisit de tout remettre sur soi, et en fait, on installe un mécanisme de protection, de survie quelque part, qui, à un certain moment, peut devenir restrictif pour nous. Ça peut au lieu d'être un cadre, donc ça peut être un cadre pendant un moment, et puis au bout d'un moment, ça peut devenir une limite. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est devenu une limite, on peut le lâcher en fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on sait comment, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on peut le lâcher. Donc bon, ça c'était une petite intro. En tout cas, qui concerne tout le monde en plus. Tous les sujets sur la neurodiversité, à mon sens, concernent tout le monde, mais c'est vrai que nous, les neuroatypiques, on est peut-être on vit les choses plus intensément. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet-là?
qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Premièrement, parce que dans le métier que je fais, que j'ai choisi de faire, avec cette entreprise, avec Epipine, forcément et même avant, puisque avant je faisais du coaching, et avant ça encore, je faisais de la formation. Bah, j'ai croisé énormément de personnes qui, neuroatypiques donc, qui disent que: «Ah bah, en fait, je suis au potentiel donc forcément les choses sont difficiles pour moi» ou «Je suis dyslexique donc je suis déprimée». Je suis autiste, donc je ne suis pas heureuse. C'est comme s'il y avait un lien direct, mais alors quand je dis direct, c'est vraiment, presque physique en fait, de cause à effet, entre le fait d'être au potentiel ou autiste ou hypersensible et être malheureux. Heu et c'est je ne suis pas d'accord avec ça, je ne peux pas être d'accord avec ça, ça me désole. C'est comme une tout à l'heure, j'ai vu une image, sur Facebook qui dit, c'est une scène de Alice au pays des merveilles et je sais plus quel personnage dit à Alice, «Je crois que, tu as autant de peine parce que tu es, une personne, très, 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 très vraie dans un monde très, 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 très faux et donc d'où toute cette souffrance». Mais en fait, enfin, ça fait un raccourci quand même bien gros entre le déjà, ça voudrait dire que tout dans le monde est faux et que tous les autres sont faux, donc ça, je ne peux pas être d'accord avec ça et ça veut dire aussi que si on est quelqu'un de vrai et ça veut forcément dire qu'on sera plein de souffrance et malheureux et non, c'est une idée franchement qui me fait de la peine et même si individuellement quand on discute avec les gens, ils disent: «Oui, oui, bien sûr, non, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait dire» et cetera. Bah, mine de rien quand même, cette idée, elle est partout. Elle est dans tous les groupes. Quand je vais dans les groupes de neuroatypiques et c'est pour ça que je n'y vais plus d'ailleurs, mais c'est des bureaux de pleurs. Je suis désolée, je suis un petit peu, cash et je sur ça, et ce n'est pas un jugement sur les personnes, très, très loin de là. Au contraire, je suis persuadée que ces personnes-là ont toutes les capacités et aussi l'envie d'être vraiment bien. Mais le fait d'être dans une ambiance où on met en avant le fait que notre différence nous fait du mal, bah, on finit par le croire et on finit par le prendre pour excuse et je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte, et je dis ça, c'est pas du tout enfin, c'est je m'en rends compte depuis très peu de temps et pas encore tout le temps et pas complètement, je pense, à quel point notre esprit a une 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 puissance, en fait, à modeler nos décisions, nos choix, notre vie, en fait. Hem Et à quel point, quand on arrive à sortir d'un paradigme, bah, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Hem, Par exemple, j'ai démarré, le sujet en parlant de ma mère et pour elle, typiquement et je l'adore, enfin, c'est forcément, c'était quelqu'un qui était extraordinaire et elle m'a énormément donné, énormément appris. Mais il y avait dans l'éducation qu'elle m'a donnée, le fait de comme pour beaucoup de neuroatypiques et c'est pour ça aussi que je l'évoque, il y avait, une espèce de rejet des émotions, des ressentis, «Bah, non, en fait, il faudrait, pas que tu montres ce que tu ressens» ou «Ah non, arrête de ressentir ça, souris, vas-y, relativise, c'est bon», Du coup, en fait, au bout d'un moment, on grandit en croyant que ressentir, c'est pas bien, le montrer, c'est encore moins bien. Alors forcément, on apprend elle va être bizarre ma phrase, on apprend à ne pas savoir comment l'exprimer et on se fait rejeter pour, le fait d'avoir exprimé nos émotions, on se fait rejeter pour nos réactions, on se fait rejeter pour ce qu'on a l'impression d'être, en fait. Et oui, là, il y a un mal-être qui se crée et oui, chez les neuroatypiques, chez les atypiques, ce mal-être est plus grand. Donc oui, quelque part, il y a un lien de cause à effet entre le fait d'être atypique, d'avoir toujours connu ça et du coup d'être mal aujourd'hui. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est pas parce qu'on enfin, c'est pas irréversible, c'est tout à fait, possible d'être hyper heureux alors qu'on est atypique, alors qu'on est au potentiel, hypersensible, autiste et cetera et hem et pour en revenir à cette histoire de paradigme, à partir du moment où, bah, en fait, je ne pouvais plus contenir mes émotions, mes ressentis, notamment par rapport à son décès et cetera et que j'avais plus trop le choix, en fait, que de le vivre, que de l'exprimer et
j'ai vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois des situations où en fait, bah, ça m'a fait du bien d'accepter ce que je vivais. Ça m'a fait du bien aussi de l'exprimer à quelqu'un et ma vision des choses a commencé à changer petit à petit où je me suis dit: «Mais c'est peut-être pas un fardeau en fait, de d'avoir ces émotions, c'est pas non plus une condamnation que de vivre avec et on ne va pas forcément être rejeté si on les exprime et même si le chemin est long, bah, j'en arrive finalement à enfin arriver à croire que c'est pas normal d'être dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, où on se sent obligé de cacher des parties de nous et donc oui, il f on a le droit d'être non seulement parfaitement accepté, mais parfaitement aimé avec tout, y compris nos émotions, nos coups de gueule, nos colères et cetera et nos émotions fortes, et finalement, en fait, juste ce changement de perception, même le tout premier déclic où je me suis dit: «Mais en fait, ce qu'elle m'a appris, c'est peut-être pas la vérité absolue». En fait, ça a tout changé. Après, les vrais changements se sont installés petit à petit, mais juste le fait de l'avoir compris, je me suis rendu compte, mais merde, j'ai vécu toute ma vie en étant persuadée que ressentir, c'était mal et que le montrer, c'était encore pire et que il ne fallait surtout pas le faire, il fallait surtout pas montrer ces facettes de nous-mêmes et cetera et voilà, bien évidemment, il y avait rien de plus faux. Donc à partir d'un moment je me suis rendu compte avec beaucoup de puissance à quel point juste une croyance peut modeler nos réactions, nos comportements, nos attentes aussi. On peut finalement s'attendre à quelque chose de la part des autres juste basé sur nos croyances, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de dire, et cetera. Et c'est super important en fait, parce que dans les milieux de la neurodiversité, je lis et j'entends énormément de certitudes sur comment les autres sont envers nous, sur comment le monde est, sur comment la vie fonctionne, sur com et en fait, ça me rend triste parce que je me dis: «Mais en fait, en croyance, en étant aussi certain que le monde est comme ci ou que les autres sont comme ça, on se prive d'énormément de bien-être». Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, ce sujet-là me tient à cœur. La deuxième raison, ça fait partie de mon héritage immatériel pour, revenir à ce que tu disais, Patrick, hem, qui au départ était, enfin pendant un moment en tout cas, j'ai cru qu'il était négatif. C'était le moment juste après mon diagnostic, d'autisme où en fait je me suis rendu compte à quel point j'avais été, éduquée à être une battante. Il fallait tout réussir, tout réussir seule en plus, hein, surtout pas demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pour les faibles. Et en fait, finalement, c'était, un forcing permanent. Je me forçais en permanence à, ne surtout rien demander, à surtout tout retenir et cetera. Et aujourd'hui, ce que j'en garde de ça, parce que finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une partie qui était très positive. Bah, cette partie positive, c'est justement ce côté battant, ce côté, bah, non, si quelque chose me fait vraiment souffrir, je ne veux pas juste l'accepter. C'est pas Je ne veux pas juste le prendre pour la vérité finale, m'en accommoder et je préfère le prendre, étudier le sujet, le changer si nécessaire, changer la situation s'il est nécessaire, apprendre si c'est possible aussi. Si ce n'est pas possible, bah, dans ce cas-là, apprendre à l'accepter et si je n'arrive pas à l'accepter, bah, dans ce cas-là, partir, quitter la situation et finalement, aujourd'hui, ça me sert vraiment parce que je me dis quelque part, j'ai toujours recherché des moyens d'être plus heureuse, d'être mieux que ce que j'étais, la veille, il y a un mois et cetera et je sais, grâce à ça, qu'il y a des comportements, des réactions, des ressentis, des choses qu'on attribue trop facilement à la neurodiversité, et qu'on 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 attribue à la neurodiversité comme des choses incontournables, irrémédiables et cetera. Or, pour les avoir dépassées, je ne suis pas d'accord avec ça et attention,
Disclaimer, je ne parle pas de guérir de quoi que ce soit. On n'est pas du tout là-dedans. Je parle vraiment de comportement, de certains comportements, et je vais vous donner des exemples. Euh, par exemple, pour les personnes autistes, on parle de la phobie administrative, de la paperasse, etc. Genre, quand on est autiste, on ne pourra jamais arriver à faire ses papiers, à mettre en ordre notre vie administrative. Alors oui, c'est compliqué. Et non, je ne dirai jamais que j'adore ça et que c'est hyper simple. Mais aujourd'hui, je suis juste en paix avec ça, en fait. Et si on me dit, je suis autiste, donc je n'arrive pas à faire mes papiers, bah non, c'est pas un lien qui est évident pour moi. Ça ne veut pas dire, et ça c'est hyper important ce que je vais dire, ça ne veut pas dire que l'émotion de rejet, de colère, d'impuissance n'est pas légitime. Au contraire, l'émotion, mon apprentissage, l'émotion est toujours légitime. S'il y a une émotion, elle a toutes ses raisons d'être là. C'est pas un souci d'être en colère, c'est pas un souci de se sentir impuissant, désespéré, etc. Mais une fois que ça a été ressenti, admis, respecté, accueilli, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vraiment tu penses que tu ne pourras jamais faire tes papiers juste parce que tu es autiste? Je suis désolée, non, ça par contre non. Et pour moi, il y a une grosse différence et c'est ça qui manque aujourd'hui dans beaucoup de conversations, même amicales, c'est la distinction entre ce que tu ressens et ce que tu peux faire. J'accueille ce que tu me partages comme ressenti. Jamais je ne te jugerai là-dessus, jamais je ne te dirai que tu devrais ressentir autre chose, parce que ce que tu ressens, ça fait partie de ton instant présent et ça fait partie de ta réalité du moment. Et c'est parfaitement OK. En revanche, ce pourquoi je n'irai pas dans le même sens que toi, c'est si tu me dis que tu es incapable. Ça, non, parce que je sais que tu es capable. Et après, bien évidemment, individuellement, on a des personnalités différentes, on a des capacités différentes, des limites différentes. Et oui, pour certaines personnes, certaines choses seront toujours très compliquées, voire impossibles. Et c'est pas interdit de se faire aider. Mais ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est juste que si on dit je suis neuroatypique, donc je n'arriverai jamais à faire ça, je suis neuroatypique, donc je ne pourrai jamais être bien, je ne pourrai jamais dépasser tel ou tel truc, se poser 3 fois la question avant de vraiment prendre ça pour vérité. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment très, 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 très à cœur. Et la troisième raison, avant de passer à toutes vos remarques que vous avez déjà écrites, le titre du webinaire, c'est comment être heureux dans ce monde et dans cette société. C'est pas choisi au hasard. Dans les milieux neuroatypiques, on met beaucoup en avant toute la souffrance qui existe dans le monde, le fait qu'on y soit extrêmement sensible, qu'on le ressente, qu'on le prenne pour nous, tout ce qu'on voit autour de nous, au coin de la rue avec un SDF ou un enfant qui pleure, ou à l'autre bout du monde avec des catastrophes ou la pauvreté, ou voilà, beaucoup de choses qui sont vraiment très très difficiles dans le monde dans lequel on vit. C'est très compliqué déjà pour n'importe qui, je pense, de dire ok, moi je vais juste choisir d'être heureux parce que entre guillemets fuck tout le reste. C'est pas très sain de dire fuck tout le reste, je vais être égoïste et être heureux, et c'est pas du tout l'objectif. Mais être malheureux pour ne pas être égoïste, c'est pas une bonne solution non plus. Quand une personne est en train de se noyer en face de nous, si on plonge dans le même ruisseau ou dans le même lac et qu'on ne sait pas nager non plus, bah, on va pas l'aider, on va mourir tous les deux. Donc, si on veut aider quelqu'un, si on veut faire des choses dans le monde, si on veut avoir un impact positif, que ça soit juste par notre sourire, par une épaule qu'on prête à quelqu'un ou par des actions plus poussées, plus concrètes, eh bien, vaut mieux qu'on soit plus équilibré que les personnes qu'on essaie d'aider. Donc, c'est notre devoir de cultiver notre bien-être. C'est notre devoir de se poser la question pourquoi est-ce que je me sens si malheureux en regardant tout le malheur dans le monde? À la limite, le pourquoi, il est plus ou moins facile. Mais c'est aussi notre devoir de se poser la question comment est-ce que je peux faire pour ne pas plonger avec eux? Et il y a plein de choses qui existent. Il y a notamment un webinaire qui est prévu sur les méthodes. Mais
Moi, par exemple, j'ai fait un choix conscient, il y a plusieurs années déjà, de ne pas avoir de télé, de ne pas lire des nouvelles les nouvelles. Ne pas regarder, écouter, lire et cetera. Les trucs les plus importants, on est très, très vite au courant et oui, sur certains sujets, je suis ignorante, clairement. Mais je l'assume parce que finalement, je pense qu'en me laissant moins influencer par tous les messages négatifs, parce que soyons honnêtes, les médias aujourd'hui ne font que transmettre des messages négatifs. Il y a des médias un peu partout dans le monde qui émergent, qui, essayent de faire passer des messages de plus en plus positifs, heu, de faire ce contre-mouvement et je trouve ça fabuleux parce qu'il y a énormément de choses belles qui se passent dans le monde, mais on ne le sait pas parce qu'on personne ne nous en parle et et oui, ça a été un choix pour moi de ne plus regarder, les nouvelles, les infos, de ne plus les lire non plus, alors sauf en cas de nécessité bien évidemment, là en ce moment, bah oui, forcément je me renseigne, j'ai plein de déplacements de prévus, bon il faut que je sache, comment je peux me déplacer dans le pays, en Europe, dans le monde et cetera. Mais pas au quotidien. Je ne c'est jamais la première action au réveil, c'est jamais la dernière action avant de me coucher. Donc il y a c'est aussi un choix de choisir son entourage. Alors oui, après bien sûr la famille et cetera, les amis, hem, il y a des personnes avec qui on n'a pas le choix que de cohabiter au quotidien. Hem, on peut apprendre à gérer ça différemment. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça va être le sujet dans plein d'autres webinaires encore, mais on peut faire le choix de se dire: «OK, je suis obligé d'être au contact de cette personne ou de ces personnes souvent, mais je peux aussi apprendre à le gérer, à me gérer pour ne pas être autant influencé par eux, par elles». Heu, si on a le choix de ne plus communiquer avec des personnes qui nous tirent vers le bas, on peut faire ce choix-là. Ça peut faire mal, ça peut être égoïste, ça peut paraître égoïste, mais finalement, il y a des choix. En fait, je suis persuadée vraiment que la plupart des choses qu'on fait sont des choix. Parfois inconscients, bien évidemment, hem, parfois à moitié conscients. Parfois, c'est un choix entre quelque chose qui nous paraît complètement inconcevable et quelque chose qu'on finit par choisir et après on dit: «Bah, ouais, j'avais pas le choix» et c'est pas un jugement, c'est très important. Je fais une grosse, grosse, grosse distinction entre, heu, être, enfin, entre juger et être factuel. C'est super important. C'est être factuel, c'est un des trucs les plus importants. Par exemple, un jour, j'ai quitté quelqu'un, j'ai rompu avec quelqu'un un 1er janvier. Pourquoi je donne cette situation? Parce que pour moi, c'était vraiment gros comme une maison et la personne m'a dit: «Non, mais ça se fait pas, c'est factuel, ça se fait vraiment pas de faire ça un 1er janvier». Je dis: «Non, c'est pas factuel, c'est ton opinion». Pour moi, ce qui était factuel, c'est que j'en pouvais plus, il fallait le faire. Donc à partir du moment où on peut discuter de quelque chose, ce n'est pas factuel, c'est subjectif. Ce qui est factuel, c'est qu'on a rompu un 1er janvier. Oui, ça, c'est un fait. Si je prends un autre exemple, j'avais pas le choix que de garder ce job. Alors, une personne qui a une famille à nourrir, elle fait le choix de garder un job où elle est malheureuse. Il y a un autre choix qui existe et attention, je prends vraiment des pincettes à ce que je dis et ne réagissez pas trop vite. L'autre choix, c'était de quitter ce job. Elle a fait le choix de rester. Ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'elle quitte ce job et ça ne veut pas dire qu'il faut la juger parce qu'il ne l'a pas quittée et que finalement elle est malheureuse dans le job qu'elle a choisi de garder et cetera. Pas du tout. C'est juste dans la prise de conscience qu'on a un choix. Et pourquoi cette prise de conscience est importante? Parce que ça veut dire qu'on peut juste regarder la situation différemment et on a choisi de garder tel job dans lequel on est malheureux. À partir du moment où je suis consciente que ça a été un choix, ça veut dire que je m'avoue à moi-même que j'ai plus de pouvoir que ce que je pensais. À partir de ce moment-là, peut-être que mon choix d'après pourra être différent que ce qu'il aurait été si je me considérais comme une victime. C'est tout, c'est la seule raison et très probablement la personne qui a une famille à nourrir et qui a choisi de garder ce job et je prends cet exemple-là parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de neuroatypiques, bah, elle a probablement eu raison de faire ce choix-là. C'est pas la question. C'est juste dans le fait de s'avouer: «J'ai un choix» et
j'ai un choix, ça veut dire que j'ai le pouvoir de faire un choix. Ça veut dire que la prochaine fois, quand une situation se présente, je peux voir une situation plus vaste, plus large, pas juste moi, victime, je dois faire ça. Non, c'est OK. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément autour de moi? Et peut-être qu'on fera le même choix exactement et ça sera parfaitement OK. Mais petit à petit, on rééduque notre esprit. Et pour moi, ça fait partie vraiment de la prise de responsabilité. Alors, j'ai fait une distinction entre jugement et être factuel. Il y a la même distinction entre être responsable et être coupable. Pour moi, la culpabilité, c'est un mécanisme très délétère, très manipulateur, si ça se passe dans une relation, par exemple, très néfaste. Et parfois, c'est entre soi et soi, en fait. On peut s'autoflageller pour plein de trucs, on peut se rendre coupable, on peut se dire tout est de ma faute, etc. Je suis à peu près persuadée que c'est toujours négatif, que ce n'est jamais utile. Euh, En revanche, prendre la responsabilité, c'est complètement autre chose. C'est vraiment complètement autre chose. Prendre la responsabilité, ça veut dire que j'ai la possibilité de faire quelque chose à partir de maintenant et que je ferai des choses en fonction des éléments que j'ai maintenant. Et ça veut dire aussi qu'on ne rentrera pas dans des considérations comme ah mais si j'avais su, j'aurais fait différemment et puis il aurait dû faire ci et elle aurait dû agir comme ça. Bah non, non, parce que elle n'avait pas les éléments que toi tu as maintenant, qu'elle a maintenant, etc. Mais par contre, la prochaine fois, en prenant la responsabilité, elle pourra faire des choix différents. Et voilà, donc je vais passer à vos remarques, mais c'était vraiment des points qui pour moi étaient très très importants et qui font vraiment partie à 1000% de notre, j'ai pas envie de dire capacité, il me manque un terme, si vous pensez à un mot, surtout dites-moi, mais de notre propension quelque part à cultiver notre propre bien-être. Et je suis persuadée qu'on ne peut le cultiver que en prenant la responsabilité et en étant factuel aussi. Voilà, alors, je vais revenir à tout ce que vous avez écrit. Ah oui, Pierre-Olivier, il a un casque avec micro que je n'aurai pas à tenir, ouais. C'est vrai, ça sera pour une prochaine fois. Alors, Pierre-Olivier, accident de voiture en 2007, coma, trauma crânien. Et encore aujourd'hui, beaucoup de problèmes pour être en phase avec la société civile. Oui, bah alors effectivement, il y a alors je ne sais pas si tu développes un peu plus tard, mais il y a des événements qui nous réveillent des fois, qui mettent parfois des années à nous réveiller, parce que ça peut être très difficile. Euh, mais c'est vrai que ce genre d'événement change notre regard sur le monde et pour certaines personnes ou pour certains cas, ces événements peuvent nous abattre. Et d'autres personnes, d'autres cas, bah, ces événements, au contraire, nous font, in fine, nous font du bien. C'est douloureux sur le moment, mais ils nous font du bien. Et c'est vrai que, bon, c'est très banal ce que je vais dire là, mais il y a plein d'exemples un petit peu partout et j'ai pas envie de rentrer trop dans ces considérations parce que justement, on l'entend et on le lit un peu partout. Il y a énormément de personnes à qui il est arrivé des choses ou qui sont nées handicapées ou qui sont et qui en ont fait quelque chose qui a rendu service à beaucoup de monde. Et d'autres personnes bah, qui ont fait des dépressions, etc. Donc, je ne sais pas quels sont les éléments, quels sont tous les éléments qui font que, à un moment donné, une personne va être heureuse ou malheureuse après un événement comme celui-là. Euh, je pense deviner certains éléments, comme par exemple, alors celui que je ressens le plus en moi, c'est si je dois rester déprimée toute ma vie, je pourrais pas en fait. Donc je préfère faire quelque chose pour changer ma façon de voir, ma façon de vivre cette situation. Après,
Voilà, il y a énormément d'exemples de personnes qui expliquent comment elles s'en sont sorties. Et je pense que si Pierre-Olivier, tu es là, c'est que l'envie, ou peut-être même déjà le bien-être est là. Euh, et euh, et c'est top. En tout cas, c'est vrai que c'est des événements qui sont très très loin d'être anodins et qui nous permettent de faire des pas complémentaires qu'on n'aurait pas fait sans. Alors, Nora, je suis atypique, ça n'a pas été évident de trouver mon bonheur dans cette société de ouf, oui, mais j'y suis arrivée quand même, pas super. Patrick, demain c'est vendredi 13, oui, mais enfin, on sait très bien que ça porte bonheur maintenant, surtout en ces temps de coronavirus. C'est ce que j'appelle l'héritage immatériel. Donc, ok. Alors, actif, passif. Rejeter le cadre. Alors, c'est un détail. Mais pour moi, il y a une grosse différence, bah, je l'ai mentionné tout à l'heure, entre un cadre et une limite. Un cadre, c'est un truc qui peut grandir avec nous. On a besoin d'un cadre pour fonctionner. On a besoin, par exemple, une personne, quasiment toutes les personnes autistes que j'accompagne, enfin les équipes qui sont en train de les intégrer, que j'accompagne, je leur explique, la personne aura besoin d'un cadre. Le cadre sera différent en fonction de chacun. Il y a des personnes qui auront surtout besoin d'un rendez-vous hebdomadaire avec son chef pour faire un point sur les objectifs, les avancées, etc. D'autres que ça va stresser à mort. D'autres qui ont besoin d'être surveillés, d'autres qui ont besoin d'être complètement autonomes. On crée un cadre pour la personne pour qu'elle s'y sente en sécurité, à l'aise, bien, accueillie, acceptée et pour qu'elle puisse être lâcher les armes, être efficace, être épanouie. Plus la personne avance, elle acquiert des compétences, elle acquiert de l'assurance, elle acquiert de la confiance. Bah, le cadre, on peut le changer, on peut le modifier, on peut l'agrandir, on peut dire, OK, en fait, tu avais besoin d'un point hebdomadaire, bah, maintenant, peut-être qu'on peut le faire toutes les 2 semaines. Ou tu avais besoin qu'on t'envoie un compte-rendu ou un ordre du jour très détaillé avant chaque réunion. Maintenant, une simple phrase par point, ça te suffit. Bah, super. En fait, l'idée, c'est d'être toujours à l'écoute de là où on en est ici et maintenant et de modifier les choses en fonction. Il y a aussi un autre point qui est très important pour le bien-être en général, et je pense que pour les neurotypiques, c'est d'autant plus flagrant, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de solution. Déjà, il n'y a pas une seule solution magique pour quoi que ce soit et qui soit applicable à tous. Et en plus, chaque solution qu'on trouve, et quand je parle de solution, ça s'applique aussi au mot cadre, en fait, euh, ce n'est pas dit qu'une solution qu'on a trouvée maintenant nous soit utile toute notre vie, en fait. Comme quand j'ai traversé la rivière, là maintenant je suis sur la terre ferme, je vais pas me balader avec la barque qui m'a servi à traverser la rivière, elle va me peser. Et du coup, je vais juste la déposer. Donc, pour moi, et c'est juste une question de vocabulaire, hein, Patrick, je cherche pas la petite bête, mais un cadre, c'est ça, en fait, c'est un cadre le cadre pourra s'agrandir, pourra se modifier, se modeler en fonction de notre besoin ici et maintenant. Là où une limite, oui, on peut la rejeter. La limite, clairement, à un moment donné, on sent que quelque chose nous limite, et là, oui, là, on peut le rejeter. Je rejette maintenant l'idée qu'il ne faut rien ressentir, il faut cacher ce qu'on ressent. Je rejette l'idée qu'il faut s'oublier et oublier ses besoins juste pour pouvoir satisfaire ceux des autres. Je rejette l'idée que il faut se comporter d'une manière parfaite, qu'il faut être parfaite pour être accepté. Voilà, ça, ce sont des limites qu'aujourd'hui je rejette, mais dont avant je n'étais pas consciente et probablement qu'elles m'ont servi de cadre avant. Alors, ensuite, dans les commentaires, le problème, c'est le fait de se sentir chez l'autre, le problème, c'est le fait de sentir chez l'autre une défiance. Ah oui, vous êtes atypique. Oui, oui, c'est clair aujourd'hui, et c'est pour ça qu'une énorme partie de mon travail, c'est la sensibilisation et j'ai envie de dire l'éducation des masses, euh, en tout cas au milieu de l'entreprise pour ma part. Euh, il faut que ceux qui ne sont pas ou qui ne se sentent pas concernés par la neurodiversité, qu'ils arrivent à voir ça différemment. Tout le boulot ne nous incombe pas, à nous les neurotypiques. Pour moi, il y a du boulot des deux côtés, de chaque côté, de chaque personne.
je milite en fait, si je devais accepter un titre de militante, ce serait pas une militante de l'autisme, une militante de la neurodiversité. Non, c'est une militante de l'introspection qui nous permet de changer notre regard sur la différence. Parce que finalement, ça nous pousse aussi à accepter notre propre différence. Les personnes qui sont extrêmement discriminantes envers les autres, dans tous les cas, quand on regarde comment elles se comportent envers elles-mêmes, c'est flagrant en fait. On ne peut pas faire souffrir les autres si on est heureux. Ça n'arrive jamais. Une personne qui fait souffrir quelqu'un, elle est malheureuse elle-même. Moi, ça me permet d'être en empathie et d'enlever tout jugement d'ailleurs, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'éduquer les gens et pour que la phrase du genre: «Ah oui, vous êtes atypique. Ah oui, vous êtes handicapé. Ah oui, mais tu es autiste. Ah oui, mais tu es hypersensible aussi, franchement, prends sur toi, arrête de te poser autant de questions», déjà toute la neurodiversité, c'est un sujet qui est relativement méconnu. Ça commence à être à aller un petit peu mieux, mais c'est vrai que, pour toutes les différences invisibles, même j'ai une copine qui a une sclérose en plaques et on lui dit souvent: «Ah, tu es fatiguée?» «Ouais, bah, enfin, moi aussi je suis fatiguée». Ouais, mais enfin, c'est quand même pas pareil, quoi. J'ai une sclérose en plaques, bon, c'est compliqué. C'est pas la même chose que toi après une demi-journée de rendez-vous. C'est pas pareil. Hem, donc tout ce qui est invisible, c'est méconnu d'une part, c'est jugé aujourd'hui. Mais pourquoi c'est jugé? C'est jugé parce que la personne qui juge, ses propres besoins ne sont pas satisfaits. Marshall Rosenberg, qui a inventé la communication non violente, dit que si nous vivions dans un monde où tout le monde était conscient de ses besoins, nous vivrions dans un monde en paix. Parce que pourquoi est-ce que je t'en voudrais, toi, d'être fatigué et d'avoir besoin de te reposer 10 minutes, alors que moi, je n'ai pas le droit à ça? Pourquoi est-ce que je t'en voudrais pour ça, alors que mon besoin n'est pas là, en fait? Mon besoin, il est ailleurs. Mon besoin, il est peut-être d'aller manger maintenant, ou il est peut-être dans le fait de recevoir plus de reconnaissance de mon patron, de mon conjoint ou de mon parent, et cetera. Mais si moi, je suis consciente de mes besoins et si je prends la responsabilité de faire ce qu'il faut pour les satisfaire, je ne peux pas t'en vouloir d'avoir des besoins différents. Donc ce regard sur la différence, c'est un point qui est tout à fait, enfin extrêmement pertinent et oui et ça concerne absolument tout le monde et il faut qu'absolument tout le monde fasse des efforts pour, interroger son regard sur la différence. C'est super important. Alors ensuite, Nora, je confirme, on peut être méga heureux. Super, bah merci. Effectivement. Il me semble que cette obsession de la réussite solitaire est très sino-slave. Alors c'est possible, Patrick. C'est vrai que j'ai enfin le côté, dame de fer et cetera, c'est vrai que je l'ai rencontré chez beaucoup de femmes, femmes, je précise, de mon pays, qui est l'Ukraine. Sur le côté sino, j'en sais rien. Franchement, voilà, j'en sais rien. L'éducation soviétique, peut-être même l'éducation communiste, c'est ce qui nous rejoint, les sino-slaves. Ouais, peut-être. Franchement, je ne sais pas. C'est possible. Alors sur Facebook, la page des nouvelles réjouissantes. Ah bah tiens, j'irai voir parce que ça, c'est top. Être responsable de ce que nous faisons, mais pas coupable d'être ce que nous sommes. Exactement. Mais même pas coupable de ce que nous faisons, en fait. Pour moi, la culpabilité, c'est vraiment une notion qui est délétère. Heu, je peux être, comment dire? Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je m'en rends compte. Merci Cindy, je vois faculté, ouais, c'est un meilleur mot, ouais. Donc, si je fais du mal à quelqu'un et je m'en rends compte. Oui, j'ai été coupable de faire quelque chose, donc je vais admettre ma culpabilité. Je vais dire: «Pardon». Mais à partir du moment où j'ai sincèrement demandé pardon et admis que oui, là, j'ai fait une faute, normalement, la culpabilité s'arrête là. C'est terminé. Continuer à se sentir coupable ou continuer à accepter qu'on nous
rappelle notre culpabilité, là, ça devient extrêmement malsain. Extrêmement malsain. Et donc la culpabilité, c'est dans le meilleur des cas, c'est pour moi, hein, et ça se trouve, il me manque plein d'éléments, donc voilà, je serais ravie de lire ce que vous avez à dire là-dessus, bien évidemment, mais la culpabilité sert à prendre conscience de quelque chose qu'on a raté, à corriger le tir, à demander pardon, et on enchaîne en étant une meilleure personne, plus consciente, plus responsable. Et bien évidemment, après être coupable de ce que nous sommes. Alors, c'est là où certains spécialistes font la différence entre culpabilité et honte. Parce que si je me sens coupable pour quelque chose que j'ai fait, à la limite, ça peut être sain dans les cas où que j'ai expliqué là à l'instant. Par contre, si j'ai honte, les spécialistes disent que la culpabilité, c'est une remise en question de ce qu'on a fait, alors que la honte, c'est une remise en question de ce qu'on est. Et si on vit avec une culpabilité permanente, c'est là où moi j'appelle ça vivre avec une honte d'être qui on est. Et là, il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal. Avoir honte d'être qui on est, qui qu'on soit, ça n'a jamais aidé qui que ce soit, franchement. Même si on a l'impression d'avoir commis les pires crimes. Alors, je sais pas si vous avez entendu ces histoires, mais des personnes qui ont commis des meurtres et qui ont finalement employé leur temps en prison pour se repentir. Ils ont admis leur culpabilité. Elles ont demandé pardon. Et il y a eu ce moment de repentir justement où elles n'ont plus honte de ce qu'elles sont. Et je trouve ça magnifique. Parce que si une personne qui a commis un meurtre est capable de faire ça, je pense que si j'ai dit un mot de travers à mon voisin, je n'ai pas à avoir honte de moi-même. Et je sais que les neuroatypiques ont tendance à avoir honte pour tout, pour plein de trucs, à se sentir coupable pour plein de trucs. Et ça fait partie de notre faculté à cultiver notre bien-être. C'est de prendre conscience que c'est pas normal. En fait, je pense que ce qu'il y a aussi un point très important pour les neuroatypiques, c'est prendre conscience que certaines choses, certaines habitudes de pensée qu'on a acceptées et cultivées au fil des années, bah, que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous rejette pour nos émotions. C'est pas normal qu'on nous culpabilise pour nos réactions, pour nos émotions. C'est pas normal qu'on nous dise ah t'es atypique donc blablabla. C'est pas normal qu'on en fait, tout ce qui nous fait nous sentir mal de la part de quelqu'un, une remarque, un geste, une culpabilisation sur quoi que ce soit, on n'a pas à accepter ça comme quelque chose de normal. Il y a énormément de situations, de relations abusives qui sont maintenues parce qu'on est persuadé que, même si consciemment on n'est pas persuadé de ça, mais inconsciemment on l'est, que c'est normal qu'on nous traite comme on nous traite. Et à partir du moment où on commence à se dire non, c'est pas normal, en fait, il y a des choses qui changent. Donc, alors Patrick, souvent ce qui est invisible est considéré comme n'existant pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand je parlais de la différence invisible. Alors Pierre-Olivier, le problème, c'est lorsqu'on nous a asséné des propos comme des vérités, il est difficile de sortir de la gangue méphitique ainsi créée. Oh, quel langage, j'admire. Elle nous colle à la peau, voire pire, elle peut nous tirer vers le bas. Complètement d'accord. Commence un extrait si on n'a pas une situation florissante. Comment retrouver un état d'esprit positif? J'essaie d'appliquer un conseil, lister 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Or, en faisant cela, j'ai conscience de faire cette liste que faire cette liste a pour seul but de refuser la réalité telle qu'elle est et de fuir, oui, c'est de la fuite en avant, ça peut, hein. Ce subterfuge de l'auto-persuasion me semble irresponsable. Alors, je ne pourrais pas être plus d'accord, vraiment, parce que pendant longtemps, j'ai juste passé du temps à critiquer ce qu'on appelle la pensée positive, parce que c'est un des trucs les plus culpabilisants, justement. On ait pu nous asséner. Ça n'aide jamais d'ignorer ce qu'on ressent ou ce qu'on vit de mauvais au profit de juste lister 3 choses positives ou 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant dans ma journée, etc. Ça n'a jamais aidé qui que ce soit d'ignorer le négatif qu'on ressent ou qu'on vit.
Donc 1000 fois d'accord, c'est super irresponsable, c'est de la fuite en avant. Hem, c'est pas bon du tout. Ça ne veut pas dire que l'action en soi est délétère, parce que lister 3 choses positives, j'ai appris à le faire un petit peu différemment. Je partage ma technique. Maintenant, le matin comme le soir, je me pose la question: quel est mon baromètre en fait de mon humeur? Est-ce que à quel point est-ce que je me sens bien ou mal? En général, je fais ça de -10 à +10, juste histoire d'être le plus précise possible. Si je suis en dessous de -5, je commence à me poser des sérieuses questions et j'écris, je note en fait. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui me chagrine en fait? C'est quoi qui me dérange? Et je l'écris. Et si j'ai besoin de l'écrire, si j'ai besoin d'écrire 3 pages, 10 pages, ben j'écris 3 pages, 10 pages. Il y a pas de souci. Parce que rien que le fait de le sortir ou d'en parler, si j'ai quelqu'un à qui en parler là maintenant. Mais une fois que c'est sorti, l'idée, c'est de ne pas rester focalisé que là-dessus. Et c'est ça le truc en fait. Il ne faut jamais l'ignorer, mais une fois que ça a été dit, je sais plus qui le dit, en anglais, c'est what you can feel and express, you can heal. Ce qu'on peut ressentir et exprimer, on peut le guérir. Et c'est pour moi, en fait, le secret, il est là. C'est ressentir, ne pas s'interdire de ressentir ce qu'on ressent, l'exprimer. À partir de là, on le dédramatise, on peut le guérir. Donc après, Pierre-Olivier, un truc qui m'a énormément aidée, mais alors, on n'a pas la culture de ça en France et je trouve ça bien dommage. J'ai essayé de l'instaurer avec des petites vidéos que j'avais commencé à faire, mais voilà, enfin, j'ai un peu, abandonné ça parce que c'était pas le moment. Je crois que j'ai arrêté ça l'année dernière, plus ou moins au moment où ma mère était tombée de plus en plus malade, donc j'ai pas réussi à maintenir ça, mais j'aimerais bien reprendre un de ces 4. C'est d'aller chercher des histoires, lire, se renseigner, regarder, des histoires où les gens ont vécu les choses différemment. Et par exemple, tu écris: «Le problème, c'est lorsqu'on nous a asséné des propos comme des vérités. Il est difficile de sortir de la gangue méphitique ainsi créée. Elle ne colle à la peau, voire pire, elle ne tire vers le bas. Comment s'en extraire si on n'a pas une situation florissante?» Notre situation, enfin, le truc, c'est là, c'est ça, c'est notre situation n'est pas la seule situation. Aller se renseigner, aller chercher, fouiner, fouiller d'autres situations ou des éléments un peu similaires, parce qu'il n'y a pas de situation identique, bien évidemment, mais il y a des situations qui peuvent nous ressembler, que d'autres ont vécues, heu, qui peuvent nous ouvrir l'esprit sur d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, et cetera. Par exemple, quand j'ai eu des relations amoureuses malheureuses, notamment ma dernière rupture, en fait, il y a plusieurs mois déjà, heu je me rendais bien compte, en fait, que ma façon de voir les choses était pas, porteuse pour moi et je ne voulais pas le reproduire. Donc je suis allée voir des amis, des personnes que je connais qui sont en couple, ou qui ont été en couple pendant longtemps et j'ai confronté mon point de vue. J'ai demandé: «Est-ce que regarde, il est arrivé telle chose, j'ai pensé ça, j'ai interprété ça comme ça. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé. Challenge-moi. Dis-moi comment j'aurais pu voir ça différemment.» Et j'avais pas envie d'avoir raison sur ma réaction, même si j'avais très envie de me sentir, un peu, voilà, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a eu tort, oui, il y a cette tentation. Mais si on cherche toujours à avoir raison, jamais on avancera et oui, on va toujours vivre dans des croyances qui vont nous tirer vers le bas. Mais aller confronter nos croyances à d'autres croyances. Comment est-ce quelles autres façons de voir une relation peuvent exister? Et les personnes qui réussissent leur relation depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs façons de vivre la chose? Quelles sont leurs façons de voir l'autre? De réagir face à quelque chose que l'autre fait et qui ne nous plaît pas? C'est quoi qui existe ailleurs? Et pour moi, il n'y a que ça qui, au début, enfin, je dis bien pour moi, hein, en fait, il y a d'autres personnes qui d'un seul coup se réveillent et se disent: «Merde, je peux faire différemment.» Moi, j'ai eu besoin d'aller me confronter sur plein de choses, hein. Là, je parle des relations, mais ça peut aussi être sur le boulot, ça peut être sur plein de trucs. J'ai eu besoin d'aller comparer ma situation et c'est une situation où la comparaison peut être bénéfique, pour voir ce qui existe ailleurs comme croyance
et comme façon de voir les choses. Et je pense que voilà, enfin, ça fait partie de l'ouverture d'esprit, tout simplement. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme remarque, parce que je vois l'heure qui tourne. Le rappel permanent de la culpabilité est une forme de manipulation d'un prise mentale. Complètement d'accord, Patrick. Merci, Séverine. Donc, Séverine, oui, c'était il y a un petit moment déjà. Je dois filer. Merci beaucoup. Très intéressant. Bonne soirée. Merci beaucoup, beaucoup. Ah, c'est chouette cette technique. Merci. Ah bah écoute, bah, super, Pierre-Olivier. Je suis ravie que ça te parle. En fait, je vais rajouter un élément. J'ai toujours été très résistante à toutes les techniques de bien-être qui existent. Une partie de ça, je pense, est due au fait que je suis neuroatypique, parce que je vois qu'il y a plein d'autres neuroatypiques qui réagissent comme moi. Donc voilà. Il y a une partie de ça aussi qui est vraiment due au fait que j'étais très attachée à ma souffrance, clairement. Je pense qu'on est beaucoup à être attaché à notre souffrance, tout simplement parce que, bah, comme tu disais, Pierre-Olivier, ça fait partie de notre paradigme. En fait, on le prend pour la seule manière de vivre quelque part. Et ça demande une force d'esprit énorme que de sortir d'un paradigme. Hein. C'est pas genre hop, allez, hop, c'est bon, je vais changer ma croyance. Allez, ça va être simple, je vais bien m'éclater. Non, c'est rare que ça se passe comme ça. En général, on fait des allers-retours. Un soir, on va vivre hyper bien un truc qu'on vivait super mal pendant des années, puis le lendemain, on rechute, mais on a touché à la lumière, on a vu la lumière, et du coup, on va avoir envie d'y revenir. Mais voilà, je pense qu'on est tous un peu attachés à nos problèmes et à notre souffrance. Je l'ai été. Je le suis encore pour certains trucs. Hein. Clairement, je suis de plus en plus honnête et transparente là-dessus. Bien évidemment, ça m'a fait faire plein de conneries, plein de bêtises, plein de trucs. J'aurais pu éviter. Du coup, toutes les techniques, en fait, bah, la pensée positive, par exemple, ou quand on me dit. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un bouquin formidable de Ilios Kotsu. Alors, Ilios Kotsu. Alors, je crois que le livre s'appelle L'éloge de la. Je sais plus, ça m'échappe, mais il explique hyper bien dans ce bouquin qui m'a fait un bien fou, à quel point le truc de la pensée positive, c'est juste de la poudre aux yeux. Et ça ne marche pas en réalité, parce que comme tu disais justement, Pierre-Olivier, on ne fait que fuir en fait. Donc il y a plein de trucs comme ça que j'ai testés, qui ont probablement marché un tout petit peu, puis finalement ils ont arrêté de. Éloge de la lucidité, super, merci beaucoup Christine, c'est exactement ça. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai testés qui ont marché un petit peu, puis finalement bon, pas tant que ça. Et puis je voyais les gens autour de moi qui arrivaient à obtenir des résultats absolument extraordinaires, et puis moi, ça marchait un petit peu, mais pas complètement. Alors, il y a eu une partie de ça qui était due au fait que j'étais très attachée à mes peines. Mais du coup, finalement, je suis ravie parce que ça m'a permis d'explorer un champ de possibilités énorme. Ça me permet aujourd'hui de dire, il n'y a pas une méthode qui marche à merveille pour tout le monde. Il n'y a pas une méthode universelle. Et s'il y a un truc qui ne marche pas pour soi, il y a autre chose. Et c'est pas la peine de se culpabiliser et d'insister en disant, putain, ce truc de la pensée positive ou de la gratitude le soir et le matin, ça ne marche pas pour moi, je dois être nulle, je dois être comme si. Bah non, non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on a loupé une étape en fait, et personne ne nous en parle de cette étape-là. Et cette étape, bah, c'est pas la même pour moi que pour toi. C'est pas la même pour le voisin. Et il y a un autre livre d'un auteur américain. Le livre s'appelle. Alors, le titre en anglais c'est The Most Important Thing. Alors, la chose la plus importante. L'auteur c'est Adyashanti. Et en fait, c'est un bouquin qui parle de la spiritualité, et en fait, lui, il explique que les choses ne doivent pas être ce qu'elles doivent être. Les choses doivent être ce qu'elles sont. Et chacun doit trouver ce qui est le plus important pour lui. Pour une personne, ça va être l'éveil spirituel. Pour une autre personne, ça va être améliorer la relation avec mon conjoint. Maintenant. Et demain, ça sera peut-être autre chose. Et c'est d'une logique absolument imbattable que de dire chacun part d'un point différent. On dit on n'est pas tous égaux sur le chemin vers le bien-être. Bah oui, effectivement, parce que on part tous d'un point de départ différent. Et pour autant, moi, j'ai une croyance très profonde qu'on n'a pas été créé pour souffrir. Donc, si je dois enlever la double négation, on a été créé pour prospérer. On vit pour prospérer. Donc, ça veut dire qu'on a tous la capacité, le potentiel de prospérer, quel que soit ce qu'on met derrière le mot prospérer. C'est encore, une fois, c'est extrêmement individuel. Et ça veut dire que il est de notre responsabilité de chercher des moyens de le faire.
Et encore une fois, ça ne veut pas dire, parce que je le souligne parce que ça a été ma pensée pendant très, très, très longtemps. J'étais persuadée qu'il fallait absolument que je me démerde toute seule sur toute la ligne. Non, on peut aller demander de l'aide. On a le droit d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. On a le droit, en fait, de... Alors, je ne suis pas protestante, Patrick, je n'ai aucune idée de la vision protestante, donc je te crois sur parole. Mais oui, bien sûr, on vit en communauté, on est câblé pour vivre en communauté, on est câblé pour se rendre service les uns aux autres. D'ailleurs, c'est ce qui nous rend le plus heureux, c'est aussi d'aider notre prochain. Donc, il ne s'agit pas de s'auto-fouetter en se disant si je suis pas heureux, tout est de ma faute. Pas du tout. Mais par contre, ma vie, c'est ma responsabilité et je peux faire des choses pour aller vers mon propre bien-être. Et c'est ça qui est important. Je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin. Je vais lire le commentaire de Patrick. La conception du bonheur de l'un ne sera pas celle de l'autre. Les utopies politiques qui visent le bonheur de tous sont potentiellement dangereuses, complètement d'accord. Elles risquent d'imposer une vision particulière de ce qu'est le bonheur, d'agir de façon paternaliste et de produire l'inverse de l'effet recherché. Je suis complètement d'accord. Et c'est très vrai pour n'importe quelle étiquette qu'on va mettre sur un concept. D'ailleurs, une étiquette qui m'énerve au plus haut point, c'est par exemple la pensée positive, mais je vais en donner une autre, c'est le développement personnel. Pour moi, l'évolution personnelle, c'est un chemin tout à fait naturel pour chacun d'entre nous. On évolue dans la vie. Et le fait qu'on ait fait de ça un concept, qu'on l'ait labellisé, le développement personnel, bah, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah, c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas forcément être amené à évoluer dans ta vie. Donc, si c'est pour toi, en fait, tu ne vas pas forcément lire des bouquins sur la pensée positive, mais c'est pas un problème. Mais par contre, je pense qu'il est dans ton intérêt de chercher à évoluer dans ta vie. Ah oui, oui, bullshit de développement personnel. Je suis complètement d'accord, ça m'énerve. D'ailleurs, je, je préfère le terme évolution parce que bah, pour l'instant, c'est pas encore à galvauder ou voilà. On ne se l'est pas encore approprié. Neuroatypique, oui, c'est vrai, Patrick, c'est aussi une étiquette qui peut devenir. Aujourd'hui, moi, je la vis encore comme un cadre, mais qui peut très vite devenir une limite. Donc oui, c'est à garder à l'esprit, c'est important. Je suis d'accord. Quand je dis que je la vis comme un cadre, c'est parce que ça permet aujourd'hui, moi, ça me permet dans mon métier et dans mon discours de mettre en lumière le fait que certaines personnes aient un fonctionnement neurologique différent et qui du coup vivent certaines choses plus intensément. Et d'utiliser ce fonctionnement et cette intensité de fonctionnement pour extrapoler à la population entière. Mais en effet, au bout d'un moment, ça peut devenir une limite et une étiquette délétère. Donc oui, en fait, il n'y a pas un seul concept du bonheur. D'ailleurs, pour parler des étiquettes, aujourd'hui, comme je disais à une conférence, on dit que les autistes sont mauvais en communication, mais du coup, s'il y a une personne autiste qui adore la communication, elle ne se sent pas légitime ni pour être autiste, ni pour être bonne en communication. Et là, on marche sur la tête. Et je trouve que là, pour le coup, bah, les étiquettes et les concepts, non, quoi. À un moment donné, rien que l'autisme, c'est un terme qui a été trouvé par des humains. Il n'y a pas deux autistes qui soient pareils, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas deux bonheurs qui soient pareils. Il n'y a pas deux personnes qui aient exactement le même bonheur. Enfin, bref, voilà. Donc, ça revient un peu à dire ce que j'ai dit à un certain moment dans ce webinaire, c'est que être à l'écoute de là où on en est ici et maintenant, c'est ce qui nous permettra probablement d'identifier ce qui peut nous rendre heureux là, ici et maintenant. Et finalement, c'est tout ce qu'on a. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Merci infiniment pour vos participations. Bonne soirée à tous, un bon week-end et puis encore un très très grand merci. Et voilà, ça me met en joie de pouvoir faire ça. Vraiment, mille merci d'être là. À bientôt, bonne soirée.